Salut les amis, vous le savez, sur JCL en français avec le Poteau Flow, on voue une passion pour le style et pour les tendances. Aujourd'hui, dans cette vidéo de JCL en français, on va voir toutes les tendances qu'au final on déteste. Qui s'en fout de ton avis d'abord? Eh ben vas-y, t'as qu'à commencer toi, vu que t'es si intéressant que ça, et vu que ton avis compte beaucoup plus, monsieur de Versailles. Ouais, je savais Parisien. Je savais que ça allait te mettre dedans. Au moins tu seras en forme pour toute la vidéo. Allez, on commence par le premier point qu'on a listé avec le poteau Lolo, puisqu'il s'est impliqué dans le script, tu vois, à tel point que j'en perds mes mots. Il s'agit des tiges de sel, propriété de leurs fournisseurs, donc propriété des cadres, à savoir de plus en plus de concepteurs de vélos font des tiges de sel aéro qui sont dédiées à un seul modèle de cadre. Et oui, il y a quelques années encore, on avait des tiges de sel qui pouvaient être compatibles avec plusieurs cadres et qui pouvaient provenir aussi, tu te souviens, Lolo, d'une marque annexe. C'était d'ailleurs le style d'avoir ta potence, ton cintre et ta tige de sel qui matchaient. Tu vois, raccord, etc. Et bien aujourd'hui, on peut de moins en moins le faire, voire quasiment plus sur les produits haut de gamme, parce qu'on a une tige de sel qui est souvent dédiée à un seul et même modèle. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais. Pas forcément aéro, mais bon, en général, l'arrière est plat, ou... Enfin, il y a toujours un petit truc qui fait que ça passera pas. Tout comme dans les groupes, certains groupes ont fait le truc pour les plateaux, où ils avaient désaxé une vis d'un petit millimètre pour pas que tu puisses adapter les plateaux d'une marque à l'autre. Ouais. C'est vraiment... C'est vrai que globalement, l'absence de compatibilité dans le matériel a tendance à de plus en plus se répandre et ça, c'est un grand regret parmi les tendances qu'on retrouve dans le vélo moderne. Quel est le deuxième point, Lolo? Point suivant, c'est toujours sur le matos et là, c'est... c'est une belle avancée, mais ça a aussi ses failles. C'est l'intégration complète des câbles sur les vélos. Alors oui, c'est stylé, un beau vélo, il n'y a rien qui dépasse, ça donne envie d'aller encore plus vite, c'est tout aéro, vraiment il n'y a rien qui dépasse du tout. Moi je trouve ça magnifique. Mais c'est vraiment une tare si on achète le vélo pour son plaisir. Quand on est coureur pro, ça se comprend. Tu vois, ton vélo est toujours entretenu par des mécanos pros, ils ont l'habitude de s'en servir, enfin de le démonter, ils savent par où passer, quel câble, quoi, caisse. Bon, toi mon poteau Flo, le jour où t'as envie de le démonter, c'est compliqué. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit qu'une question de connaissance, parce que tu vois, les mécanos des pros, évidemment, ils ont l'habitude de les manier, de sortir et rentrer les câbles, mais si on leur pose la question, à mon avis, c'est la tendance qu'ils mettraient en premier, parmi celles qui détestent. Parce que, clairement, ça complexifie beaucoup l'entretien de votre vélo, alors c'est vrai que c'est beau, mais peut-être que le faire à tout va, c'est pas forcément justifié. Évidemment que sur un vélo super premium, dans le World Tour, avec des mécanos à dispo, ça a du sens. Sur des vélos du quotidien, peut-être un peu moins, pour des cyclos comme nous, désormais aujourd'hui. Ouais. Ça devient vite onéreux au final. Tu vois, si tu as un truc à faire, tu vas l'emmener chez ton marchand de cycle. Tu vas devoir repayer pour... Alors que c'est du tout petit réglage que tu aurais pu le faire toi-même au final. Ouais. Mais là, voilà, ça complique vraiment la chose. On parlait d'incompatibilité, Lolo, il y a un autre domaine, et ce sera mon troisième point, qui est l'incompatibilité grandissante parmi les roues. Et oui, avec l'apparition des disques, on a déjà deux systèmes de freinage qui cohabitent dans les vélos de route, donc disque ou patin. Évidemment, une roue à disque ou une roue à patin ne seront pas compatibles en fonction du modèle du vélo, mais pas que. Il y a de plus en plus de systèmes aujourd'hui différents qui cohabitent dans les pneumatiques. On peut avoir des roues à boyau, on peut avoir des roues tubeless ready, on peut avoir des roues simplement avec un pneumatique classique. Même dans les tubeless, tu peux avoir du hookless, c'est-à-dire sans crochet, versus du standard. Donc bref, aujourd'hui, quand vous achetez une paire de pneus, faut vraiment vous poser la bonne question de quelle section est compatible pour votre jante et quel type de pneumatique ou pas d'ailleurs, en fonction du modèle de roue que vous avez. Et à l'inverse, quand vous achetez des roues, il ne faut pas se tromper en fonction du cadre. Donc ça complexifie là aussi tout, et heureusement qu'on est là, mon lot, pour faire des vidéos pour expliquer aux gens qui débutent. Ah ouais. Après, c'est le moment des fleurs là. Ouais, mais faut pas non plus, mon Flo, qu'on parte dans le truc du c'était mieux avant. Tu vois, l'évolution est bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours de plus en plus de choix et on peut vite s'y perdre. Alors que, tu vois, avant, c'était jante à boyau ou jante à pneu, terminé. Frein à patin, t'étais sûr que t'avais des patins. La seule incompatibilité, à la limite, c'était pour ta roue arrière si la cassette n'était pas compatible avec un groupe d'une autre. C'est vrai. Mais au final, ça fonctionnait toujours. Ça marchait pas très bien, mais ça fonctionnait toujours. Oui, on n'est pas en train de faire la critique d'un système plutôt qu'un autre. Le tubeless, par exemple, je trouve ça très bien dans certaines circonstances. Par contre, forcément, plus on a de systèmes qui cohabitent et plus ça devient compliqué de s'y retrouver. D'ailleurs, je pense que, et ça on y était habitué depuis un peu plus longtemps, le summum de la complexité dans le vélo... Ou de la connerie. Ou de la connerie, c'est vrai, c'est notre quatrième point, à savoir les références d'axes de pédalier, mon lot.
Oh, alors ça. Mais ça a toujours été mon flow. Ça oui, depuis longtemps, c'est vrai. Ça a toujours été. T'as toujours galéré, cuvette, machin, externe, interne, enroulement interne. Les bébés de 1 à 172, les. Bref. Avec ton pied à coulisses, est-ce que c'est rentré en force? Est-ce que c'est collé? Est-ce que c'est preset ou pas, pressé ou pas? Bref, si vous voulez vraiment, mais il faut être passionné par le vélo, en savoir plus sur les différents types d'axes de pédalier qui cohabitent, et il y en a beaucoup, on a fait une vidéo spécifique là-dessus, c'est moi qui m'y suis collé, je peux vous dire qu'elle était aussi indigeste à écrire qu'à tourner, donc je vous la conseille à condition que vous ayez l'estomac bien accroché. Mais bon, pour les geeks du vélo, ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à aller la regarder quand même. Quel est notre cinquième point, mon Lolo? Le cinquième, mon Flo, c'est tout autant de la connerie. Oui, mais là, ça va mettre tout le monde d'accord, je pense. Là, pour le coup, ça va mettre tout le monde d'accord. C'est l'augmentation des prix. C'est des prix exorbitants aujourd'hui dans le monde du vélo. Bon, pas que le vélo, hein, un peu partout. Ouais, c'est vrai. Même l'automobile, la moto. Ah, oui. En moto, c'est pareil. Tout est passé d'un. Avec le proto yo-yo, heureusement qu'on est blindé, mais sinon, c'est. Oh là là, la misère. Ouais. Tu vois des vélos qui. Hier. Heureusement qu'il est blindé, surtout. Parce que c'est lui qui paye tout. Il m'entretient un petit peu. Parce que je suis gentil avec lui. Ouais. Non, mais clairement, mon Flo, trêve de plaisanterie. Allons-y. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est vrai, c'est la grande révolution aujourd'hui. S'il est papier. L'égalité, la positivité, les prix baissés. Oui, exactement. C'est tout ce qu'on veut. Bon, on verra en commentaire si vous avez la référence. C'est une vidéo qui a fait pas mal de buzz il y a quelques années sur YouTube. Les plus jeunes la connaîtront peut-être pas. Mais c'est vrai que clairement, en parlant des prix, il y a une augmentation, mais plus que fulgurante des prix, notamment dans le vélo de route, qui sont pas toujours justifiés. Là où un haut de gamme, il y a 10 ans, pouvait coûter entre 3 à 4 000 euros, aujourd'hui, il coûte plus de 15 000 euros souvent. Et avec 5 000 balles, t'avais les vélos des coureurs du Tour de France. Oui, exactement. Et aujourd'hui, avec 5 000 balles, tu as à peine un groupe. Ouais, déjà, mais t'as un haut de gamme, hein, je parle, évidemment. Une entrée milieu de gamme. Mais le problème, c'est que, encore, si on parlait que du très haut de gamme, ça peut prendre du sens parce que si on regarde la MotoGP, toi qui aimes bien la moto, évidemment qu'une moto de MotoGP, elle peut valoir 1 million d'euros, voire plus, parce que c'est un modèle unique qui est réglé à la perfection, etc. Donc, admettons, je veux bien que si quelqu'un... Il n'y a rien qui est d'usine, quoi. Si quelqu'un est très riche et a envie de s'offrir un vélo à 15 000 ou à 20 000 euros, c'est sa grande passion, pourquoi pas. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que cette tendance-là, eh bien, elle touche l'ensemble du vélo et que les vélos d'entrée de gamme, eux aussi, ont amplement augmenté, alors que là, pour le coup, la technologie n'a pas grandement évolué. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est que tout a suivi un peu vers le haut. Si on parle également du textile, c'est vrai que le vélo est devenu un sport à la mode et du coup, on fait du textile qui est clairement plus joli qu'à une époque, mais est-ce que ça a vraiment changé d'un point de vue technologique? On a toujours une peau de chamois. Si on parle de milieu de gamme, je parle. Peut-être que dans le très haut de gamme, en soufflerie, tu vois, mais si on prend du milieu de gamme, je pense qu'on a toujours des peaux de chamois. Ok, maintenant la mode est à avoir des cuissards un peu plus longs, ce que tu veux, mais c'est pas pour la différence de matière qu'on avait besoin de doubler le prix. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Carton rouge. Passons au point suivant. Bon, point suivant, mon Flo. Celui-là, c'est... celui-là, il est pour toi. Ouais. Celui-là, il est pour toi parce que tu es très scientifique dans tes termes, tu es très scientifique dans ton approche du cyclisme et dans ta façon de penser le cyclisme aujourd'hui. Et ce point suivant te concerne directement parce qu'il concerne les capteurs de puissance. Oui, mais justement, c'est une autocritique et c'est le contre la tendance à tout à travers la puissance, tout à travers un capteur de puissance. C'est vrai que maintenant, on en revient toujours au milieu des pros qui a tendance à inspirer tout le reste de la bande des cyclos que nous sommes. Et c'est vrai que le capteur de puissance est beaucoup démocratisé, ça peut avoir apporté son lot de bénéfices d'un point de vue de l'entraînement, etc. Mais je trouve que on passe trop par la puissance. Regarde, le cyclisme virtuel aussi nous encourage à ça, puisque c'est à travers nos watts qu'on va performer. Mais j'ai envie de dire, à une époque, il y avait des coureurs comme Mark Cavendish, par exemple, qui avait une FTP de cadet et qui serait jamais passé pro si ça avait été du tout puissance, alors que sur 3 secondes, clairement, il faisait péter tous les scores. Ouais. Mais voilà, le vélo, c'est pas que la puissance, et tu pourras certainement en dire au moins autant que moi là-dessus. C'est aussi savoir courir, savoir se placer, avoir l'instinct, c'est plein d'autres choses. Et voilà. Et je trouve dommage qu'on en soit arrivé à du tout puissance. L'image ultime que j'aimerais combattre, c'est celle de Chris Froome qui regardait constamment ses watts. Et encore que, je conclue là-dessus, je trouve que la nouvelle génération n'est pas le reflet de ça, et tant mieux.
Ouais, je suis d'accord. Bon, on va quand même passer sur un point beaucoup moins scientifique, mais beaucoup plus stylistique, parce que moi je préfère le style que le scientifique. Vous l'aurez compris, j'ai pas été longtemps à l'école. Mais bon, les couches chaussures, mon Flo. Les couches chaussures toujours plus haut. Mais c'est dégueulasse, les gars. Alors autant la chaussette haute, moi je kiffe. Tout va bien, tu vois, belle soquette, belle patte, bien rasée, Oui, bien encore bronzée. que il faut savoir définir une limite au bout d'un moment, parce que sinon Ouais, bientôt on voilà. va être en cuissard long. Mais c'est ça, et là t'as le coup de chaussure là, à la vendeur piscine et compagnie là, le truc qui t'arrive presque à la rotule, tu te dis ah non mais les gars, c'est des bas de contention vos trucs, faut arrêter, c'est dégueulasse. Donc ça tu vois moi c'est mon coup de gueule, c'est moche. Ça pour le coup c'est moche, il faut arrêter, c'est pas une avancée, c'est pas, tu vois, Et ça fait c'est une gagner tendance. 0,03 watts je crois. Mais tu vois, ça repart dans les watts, donc vous nous faites chier avec vos watts. Voilà. Terminé. Bah, écoute, on va rester sur cette thématique puisque dans le vouloir être toujours plus aéro, le point suivant c'est la mode des casques de contre-la-montre toujours plus larges. Et là, on se retrouve avec de sacrés aliens et je trouve que d'un point de vue esthétique, c'est vraiment pas beau. Et oui, on a eu même la mode du casque cagoule, le fameux qui a fait beaucoup parler de chez Specialized. Mais on remarque que globalement, tous les fournisseurs de casques font des casques toujours plus larges. Pourquoi? Bah, c'est simple, la logique veut que ce soit plus aéro. Donc évidemment, c'est ce qu'on recherche. Mais c'est vrai que je trouve pas ça très très beau. Je trouve pas que ce soit particulièrement esthétique, en ligne avec Et le on physique recherche du coureur. encore la performance. C'est démesuré, on dirait qu'ils ont des têtes gigantes, alors que Les idées entre gigantesque et... ouais, exactement. Ouais. Mais ça fait un mix. Ça marche. Le Bréchal nous écoute. Oui. Bon, mais à mon avis, il y en a 2-3 Ah, mais il est mort depuis longtemps. Il y en a 4 qu'on brûlait. Dans le monde entier, il y en a 4 qu'on qui brûlait. ont fait des AVC en cours de route. Non, on essaie quand même de parler relativement français. Et tant qu'on arrive à pas faire de faute d'orthographe à l'oral, on est bon. Croyez pas, on fait pas des fautes, nous. Non, mais sur ce casque, tu vois, moi j'avais une petite truc à rajouter. Une petite truc, là on est très bon. Pour IF Education First, qui a fait en sorte que ces casques dégueulasses soient cool. À une période, quand ils ont fait leur première collab avec Palace, ils ont fait des becs de canard. Tu vois, c'était avec les yeux et tout. C'est vrai. Franchement, ça c'était cool. Là, voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'est dégueulasse ce casque-là. C'est vrai. Bref, c'est quoi la suivante, mon Flo? Point suivant, c'est la présence toujours plus importante d'électronique dans le vélo. Alors même si ça peut là aussi apporter certains bénéfices, je parle en général. Moi, je trouve qu'on a trop de choses à charger quand on rentre de sortie, surtout quand on est un amant du vélo classique, c'est-à-dire sans assistance. C'est surtout quand on part, c'est compliqué. Ouais, et puis on se retrouve avec plein de chargeurs. Aujourd'hui, si on a un vélo tout équipé, on peut potentiellement se retrouver à devoir charger son compteur GPS, ses lumières d'appoint, son vélo, son groupe, si on a un groupe électronique. On peut également ajouter ça, souvent les capteurs de puissance, on en parlait tout à l'heure, qui ont besoin d'être chargés, que c'est les pédales ou le capteur directement. Bref, on se retrouve avec 4 chargeurs à embarquer, souvent qui sont là aussi pas compatibles entre eux, parce que c'est pas le même voltage, même si ça peut être la même prise. On a déjà parlé de ça dans une autre vidéo, faites-y d'ailleurs attention, parce que des fois vous avez l'impression que c'est compatible, mais en réalité ça charge pas forcément bien, ou ça peut même détériorer votre batterie. C'est pourquoi on vous encourage à utiliser du coup les chargeurs d'origine. Bref, toujours plus d'électronique et toujours plus de choses à charger. Et il y a le groupe, tu vois, bon, je veux pas lancer la pierre sur SRAM, qui est pour moi est un super groupe, mais le truc des piles dans les cocottes, tu vois, parce que maintenant le groupe SRAM est tout en Bluetooth. Et y compris le Shimano, puisque le nouveau du Race et les nouveaux groupes DI2 en général ont le même système avec les piles dans les cocottes. Je me suis déjà fait avoir, tu te souviens, là ça marche pas, je comprends pas pourquoi ça marche pas, je charge, en fait j'ai chargé le groupe mais ça marche toujours pas, bah plus de piles dans la cocotte. Ouais, faut le trouver le bazar. Tu vois, donc ça a ses limites quand même. Tu vois, l'avancée technologique a ses... Alors qu'au tout nucléaire, alors c'est pas emmerdé. Une mini centrale dans le derrière. Petite centrale nucléaire comme ça, t'as là pour 250 ans de batterie. Okay. Ouais, mais tu sais, il y a quelques anciens qui vivent encore qui te diraient un bon vieux câble, tu sais, ça fonctionne aussi. Et puis le compteur à résistance, c'était pas si mal. Et oui, mais c'est comme ça. Mais même sans aller jusque-là, tu vois. Bon, je sais pas, on roule souvent dans une atmosphère où il y a beaucoup de lumière, on pourrait pas inventer des compteurs à recharge solaire. Je sais que ça se fait un peu pour les montres, mais je pense qu'il y a un truc à développer là aussi. Je vais donner un autre exemple, mon Lolo, et on va pas trop traîner non plus parce qu'on a déjà beaucoup parlé sur ça, mais on a des home trainers quand même connectés qu'il faut brancher alors qu'on développe de l'énergie. Est-ce qu'on n'a pas un fournisseur là chez nos amis de Wahoo qui pourrait se pencher là-dessus pour essayer de récupérer un petit peu d'énergie? Je dis pas, même si c'est hybride et qu'il faut encore une prise, mais bon, je pense qu'il y a des choses à travailler. Bon, en parlant d'énergie renouvelable, mon Flo, on va passer au point suivant. Ouais, le dernier de notre liste d'ailleurs. Qui est quand même le vélo électrique. Très belle invention. Mais ça a été un peu abusé sur certains côtés, comme tu l'as dit tout à l'heure,
où on a tendance à trop aller chercher le vélo électrique pour tout et pour rien maintenant aujourd'hui. Voilà, c'est moi je veux me déplacer en ville, du coup j'ai un petit vélo électrique pour me balader mon quartier, tu vois. C'est tout plat dans ton quartier, prends un vélo normal, tu vois. Je sais pas qui t'imite, mais... Ouais, les gens qui habitent un peu au-dessus de la Garonne, tu vois. Je vois, voilà. Toujours aussi inclusif. Et bah oui, clairement, c'est l'ère du toute assistance électrique. Je trouve que si le vélo, le e-bike ou le vélo électrique à assistance électrique est une très belle invention qui démocratise d'autant plus ce magnifique sport, c'est très bien. Je trouve particulièrement en France, à vous de nous dire si vous nous écoutez depuis d'autres pays, qu'on a trop fait la promotion du tout e-bike. Pourquoi ? Parce que pendant la période où on donnait des bonus à l'achat, eh bien les bonus en France n'étaient réservés que au e-bike. Et moi je dis, mais quel est le bénéfice ? Si l'excuse du gouvernement c'était de dire que c'est pour développer l'écologie, mais un vélo qui n'a pas d'assistance électronique, c'est encore plus d'écologie. C'est le summum de l'écologie. Bah, alors pourquoi ne pas aider les gens à acheter tout simplement des vélos ? Permets-moi de citer, je sais que ça va te plaire, l'Italie qui a fait ça, et le bonus c'était valable pour tous les vélos, et pas que pour les e-bikes. Le problème c'est qu'on... Pas que des conneries, les Italiens. Bah, tu vois, le problème c'est que du coup on s'est retrouvé avec beaucoup de gens qui investissaient dans des vélos assistance électrique qui étaient bas de gamme, qui souvent ont fini au garage, et souvent au bout de 6 mois, 1 an, tu te retrouves avec un moteur qui n'a pas été entretenu, qui peut-être fonctionne plus, peut-être même est déjà dépassé parce que c'était de l'entrée de gamme et il n'y a peut-être pas les pièces pour le réparer, et du coup on va se retrouver avec des vélos à 25 kg qui sont inutilisables en l'état. Et moi je pense que l'avenir de tous ces vélos, eh bien il est très limité, alors que pour le même budget ils auraient pu acheter un très bon vélo qui avait une durée de vie illimitée, et souvent tout ça, comme tu l'as dit, pour rouler dans des quartiers qui sont totalement plats, et du coup tu roules 2 km/h moins vite, mais t'arrives toujours au même endroit. Ouais, on creuse encore un peu plus notre temps, quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est pas grave. Sur cette belle conclusion positive, mon Lolo, on va passer sur du positif. Oui, il y a quand même plein de choses à retenir qui sont positives dans tout ça. La plupart du temps, tous ces points négatifs qu'on a listés, ils sont surtout dans l'excès d'une innovation et de l'utilisation qu'on peut en faire. C'est pourquoi, mon Lolo, je te propose que dans une prochaine vidéo, on vous liste les 10 innovations ou tendances qu'on adore. Voilà, comme ça on va rester sur du positif. C'est ça. En attendant, à bientôt les amis. Bisous. Et n'oubliez pas, vous nous dites en commentaire comme d'habitude évidemment ce que vous adorez ou surtout ce que vous détestez. Salut.